vous faites partie de ceux, vous n'êtes pas les seuls, mais vous faites partie de ceux qui sont un très bon exemple de la façon dont les politiques publiques aujourd'hui ont du mal à considérer l'économie sociale et solidaire. En fait, il y a deux tendances qui sont un peu mortifères pour l'ESS. D'une part, celle qui consiste, du point de vue des administrations, à ne jamais considérer les statuts des entreprises, mais à considérer principalement leurs activités. Et ça, c'est une conséquence du droit européen, à vrai dire, qui ne veut pas connaître de la forme des entreprises. Or, nos entreprises, quelles qu'elles soient, hein, mutualistes, coopératives, associatives, n'existent que sous cette forme, précisément que parce qu'elles ont voulu faire les choses différemment. En plus du fait qu'elles voulaient régler des problèmes qui n'étaient pas réglés par ailleurs. Mais elles l'ont fait sous cette forme-là pour des raisons qui sont parfaitement objectivées et d'ailleurs parfaitement légitimes. Et on a ce premier sujet de manque de considération de nos entreprises pour ce qu'elles sont. Voilà. Et là, c'est un enjeu fondamental pour l'ESS. Bon, côté pouvoir public français, manifestement, on a du mal à se faire entendre, même d'ailleurs pendant la crise du Covid, lorsqu'on a eu des réunions pour évaluer les conséquences économiques de la crise du Covid sur nos organisations, il a fallu 2 mois pour arriver à faire comprendre aux commissaires à l'époque et aux administrations concernées qu'en fait, les mécanismes qui étaient mis en place, les PGE, le Fonds de solidarité, etc., n'étaient pas par nature destinés aux entreprises de l'ESS. Pourquoi? Parce que les formulaires ne tenaient pas compte d'autre chose que des sociétés de droit commercial. Et il se trouve que dans l'ESS, il y a peu de sociétés de droit commercial. Il y en a quelques-unes, mais c'est pas la majorité de l'espèce, comme on dit à propos des patrons de gauche, ni des poissons volants d'ailleurs. Donc, il a fallu 2 mois pour faire comprendre à l'administration que, en fait, les dispositifs n'étaient pas adaptés parce que la diversité de nos formes entrepreneuriales n'était pas considérée. On a fini par obtenir à peu près gain de cause, sauf que pour les associations, c'était compliqué, mais on a fini par l'obtenir. Et c'est un exemple qui illustre bien le fait qu'on a besoin de faire reconnaître nos entreprises pour ce qu'elles sont. Et a fortiori, dans votre cas, parce que vous faites les choses de cette façon-là, parce que vos finalités est totalement liée à la façon dont vous le faites. Vous voulez intégrer des personnes par l'activité et par l'insertion qui en résulte. Et évidemment que s'il n'y a pas de prise en considération des spécificités du modèle, en fait, on est sûr d'être perdant au bout d'un moment, ou alors d'être totalement dépendant du bon vouloir des pouvoirs publics, que ce soit l'État ou les collectivités territoriales. Et donc, c'est la deuxième dimension qui nous concerne après. C'est la façon dont on concerne les activités qui sont menées au sein de l'ESS. Alors évidemment, au sein de l'ESS, il y a des activités extrêmement différentes qui n'ont pas grand-chose à voir les unes avec les autres et qui sont d'ailleurs la raison pour laquelle cette diversité est la raison pour laquelle l'ESS n'est pas toujours très bien comprise, à vrai dire. Parce que l'ESS, c'est à la fois la banque que je préside, c'est-à-dire le crédit coopératif, donc bon, une activité bancaire qui essaie d'être un peu différente, mais néanmoins c'est une activité assez conventionnelle, on va dire, sur le marché. Mais il y a aussi des activités de l'apprentissage social, de la culture, du handicap, du bâtiment, de la restauration, enfin, j'en passe, c'est des meilleurs, du tourisme, etc. Donc en fait, si nos activités ne sont considérées que sous cet angle-là et par définition aujourd'hui, c'est-à-dire comme les politiques publiques les régulent, c'est-à-dire essentiellement par une logique de comptable, on a un deuxième problème. Notre premier problème, c'est on n'est pas suffisamment considéré pour ce que nous sommes, et le droit européen ne nous y aide pas, mais on essaie de travailler avec le projet de recommandation qui sort de la Commission européenne sur l'ESS pour voir si, pour une fois, on va être reconnu en tant qu'entreprise à part entière, mais différente, et d'autre part, pour faire en sorte que nos activités ne soient pas considérées seulement sous l'angle comptable, qui est d'ailleurs, comment dire, amplifié, je pense, une conviction personnelle que je partage, je ne demande pas d'être d'accord avec moi, qui est amplifiée, cette logique comptable, par la doctrine de l'impact, qui nous mène à tout comptabiliser, mais pour des raisons qui sont moins liées au projet de l'organisation, l'organisme de l'entreprise, que pour des raisons d'investisseurs ou de subventionneurs. Et je pense que là aussi, nous sommes dans une difficulté parce que la mode de l'impact nous amène peut-être, potentiellement, à dénaturer nos projets. Et donc, il faut que nous fassions très attention à ça, alors même que la plupart du temps, les structures de l'économie sociale et solidaire, d'abord, ont des activités qu'on peut qualifier d'essentiellement économiques, qu'elles essaient d'articuler avec une dimension sociale pour beaucoup d'entre elles, c'est évidemment votre cas,
qui de plus en plus essaie d'articuler avec une dimension environnementale. Et précisément, cette capacité à articuler l'ensemble de ces dimensions cette capacité fait notre spécificité qui justifie qu'elle soit portée par des statuts un peu différents des sociétés de droit commercial, d'où la reconnaissance nécessaire de nos entreprises et de la façon d'exercer nos activités. Et en plus, certaines de ces entreprises s'affectent parfaitement dans les politiques publiques. Or, aujourd'hui, on ne peut pas articuler notre participation à des politiques publiques avec une banalisation de nos modèles. C'est sûr que si on nous juge de la même façon qu'une entreprise de capitaux, et même d'ailleurs qu'un service public, à vrai dire, on aura un vrai problème de continuer d'exister comme acteur de ces politiques publiques. Et quand je dis acteur, on n'est pas que des acteurs par délégation, on est souvent des acteurs par initiation, si je peux dire ça comme ça. Et que c'est la plupart du temps, c'est nous qui avons inventé ces politiques publiques avant qu'elles ne le deviennent elles-mêmes. Donc on est a priori en situation d'exiger un minimum de respect de la part des pouvoirs publics qui prétendent finalement régir nos activités alors que c'est nous qui les avons inventées. S'il y a des outils d'intérêt général, de bonnes dépenses publiques, etc., je vais bien l'entendre, il y a des critères. Mais néanmoins, ça ne doit pas aboutir à la fin à nous étrangler progressivement et à la fin nous dire qu'on est moins rentable qu'une entreprise de capitaux et que moins efficace qu'un service public, ce qui n'est d'ailleurs pas tout à fait démontré, à vrai dire. Donc, notre intégration dans les politiques publiques doit être plus clairement établie et comprise par nos interlocuteurs. C'est pas faute d'en parler avec nos interlocuteurs ministériels. Je suppose que vous le faites aussi très régulièrement. Et je crois qu'en se projetant par ailleurs, nous avons un enjeu qui est de faire en sorte que nos entreprises de l'ESS, et a fortiori les vôtres, jouent un rôle pour éviter que nous vivions une période de transition inégalitaire. Et il faut qu'on arrive à faire comprendre à nos gouvernants que nos sociétés de personnes, ce ne sont pas seulement des hommes et femmes qui demandent des subventions. D'ailleurs, on est moins subventionné que les capitalistes, donc je ne vois pas pourquoi on nous ferait cette leçon. Mais au-delà de ça, on a un rôle important dans l'apaisement de la société pour faire en sorte que les enjeux soient relevés, à condition de ne pas tout taper sur la tête. Parce que non seulement on peut parfois être ignoré, mais on est parfois aussi combattu plus ou moins directement. Et lorsqu'il s'agit de fragiliser nos statuts, lorsqu'il s'agit de remettre en cause les emplois aidés, j'ai pu comprendre il y a quelques heures que c'était encore le cas, euh, je crois que il faut se battre sans hésitation. Alors je dis ça après le passage d'un ministre que je connais bien par ailleurs et d'un haut-commissaire que je connais bien aussi par ailleurs. Mais il faut pas hésiter à dire quand on n'est pas d'accord et aller un peu plus loin que le communiqué de presse éventuellement. Je crois, pour finir, que vous êtes des acteurs de ce que j'appellerais moi le bon emploi. Parce que là, on va avoir nécessairement, au vu de l'évolution des statistiques, et on connaît comment sont faites les statistiques de l'emploi, un grand débat sur la question du plein emploi. J'ai d'ailleurs compris que le ministre en question, qui commençait à dire que les emplois aidés, ça coûtait cher, s'appuyait sur le fait qu'on est en plein emploi, donc on n'a plus besoin d'emplois aidés. Bon, on pourrait déjà discuter de savoir où sont les chômeurs, est-ce qu'ils sont encore dans les statistiques ou pas, mais ce n'est pas mon sujet. Par contre, ce que je crois savoir, comprendre au regard des analyses de la situation du marché de l'emploi, c'est que on peut statistiquement atteindre le plein emploi, mais pas pour autant être dans une situation où les gens s'épanouissent au travail et ont le sentiment d'être à peu près bien traités. Donc moi, je crois que le sujet qu'il faut que nous portions dans l'économie sociale et solidaire, ce n'est pas seulement le plein emploi. On est tous contents, évidemment, que statistiquement, le chômage soit pas encore au plus bas, mais enfin, en tout cas, qu'il approche de ce qu'on appelle le chômage résiduel ou frictionnel. Mais néanmoins, nous devons, nous préoccuper de savoir ce qu'est le bon emploi pour nos concitoyens. Et le bon emploi, c'est pas seulement être sorti des statistiques du chômage. C'est être bien payé, bien sûr, c'est être considéré sans doute, c'est aussi être porté par un projet qui permet l'émancipation de la personne et de contribuer à l'émancipation collective. Je crois que c'est à ça que nous devons travailler dans l'ESS et la thématique du bon emploi me semble particulièrement pertinente pour les mois ou les années qui viennent où on va beaucoup nous parler du plein emploi, du fait que le chômage a été réduit, etc. Parfois au mépris des réalités sociales. Merci beaucoup pour avoir consacré un peu de temps à m'écouter à distance. C'est pas la façon la plus confortable de le faire. J'aurais largement préféré le faire avec vous. Merci encore pour l'invitation.